tarder, on va essayer de démarrer la session des e-posters pour discuter justement les différentes participations de différentes CHU, différents hôpitaux. Donc, pour mon étude d'abord infection tuberculeuse Covid-19, il s'agit d'une étude rétrospective. Donc, il s'agit d'une étude rétrospective réalisée au niveau du CHU d'Angers, CHU d'Angers par l'équipe de pneumologie, chez les patients hospitalisés pour Covid-19 en unité de soins intensifs entre le mois 8 et le mois 9 2020. Donc, l'objectif de cette étude, c'est d'analyser le profil épidémiologique, clinique et biologique et radiologique des patients ayant une surinfection bactérienne. Donc, pour les résultats, dans notre étude, on a trouvé un taux de surinfection bactérienne de 39%, un taux élevé par rapport aux autres études. Donc c'est un taux élevé par rapport aux autres études, comme l'étude réalisée au niveau du CHU Bernard, au niveau de Paris, qui a trouvé un taux très bas, c'était à 3,5, et l'autre étude réalisée au niveau du Tunisie, qui a trouvé 23%. Donc pour les paramètres cliniques et biologiques, c'était prédominant par première chose, la fièvre et la dyspnée et les expectorations. Les éléments cliniques, c'était l'hyperleucocytose et l'élévation de la CRP. Donc, ainsi, parmi nos résultats, c'était le taux de... première chose, la confirmation de la surinfection bactérienne dans notre étude, c'était confirmé par les éléments cliniques, la fièvre, les expectorations, éléments biologiques, l'hyperleucocytose avec un syndrome inflammatoire, et ainsi les signes radiologiques, c'était les condensations sur le scanner. Pour l'évolution des patients, on a trouvé un taux de mortalité trop élevé, c'était à 23%, un taux trop élevé par rapport aux autres études. Et donc, en conclusion, je pense qu'on doit démarrer, il faut démarrer l'antibiothérapie tôt, dès qu'on a une confirmation de la présence d'une surinfection bactérienne pour éviter les complications. Justement, donc c'était ce qui a été proposé et posté, c'est relatif à l'étude de Jourdan. Donc, on s'excuse par rapport à ce problème technique. Alors, oui, donc, Sarah Gattini de l'équipe de Jourdan, donc de venir présenter et communiquer son poster relatif à la co-infection tuberculose et Covid à propos d'un cas. Docteur Sarah Gattini, donc de l'équipe de Rabat, à propos de pacemaker with severe malaria and Covid co-infection. Donc on demande à Dr Rafiq de présenter et commenter son poster, s'il est là. Assistance. Donc permettez-moi de vous présenter un cas d'une patiente qu'on a reçu au CHU Mohamed VI Toujda il y a 2 ans. Donc c'est une patiente qui présente une récidive d'une métastase d'un cancer de l'endomètre 4 ans après le traitement initial, après le traitement chirurgical de sa pathologie. Donc c'est une patiente de 68 ans, sans antécédents pathologiques notables en dehors d'un cancer de l'endomètre qui a été traité en 2017 par une chirurgie, suivie des séances de radiochimiothérapie. 4 ans après le traitement initial, cette patiente a présenté une symptomatologie purement respiratoire, faite d'une dyspnée d'une joue avec des épisodes d'hémoptysie de faible abondance. On a initialement réalisé le scanner thoracique a été réalisé à titre externe, il a montré un processus pulmonaire, une image tissulaire au niveau du scanner, localisée au niveau du lobe supérieur droit. Puis on a complété par une fibroscopie bronchique, qui a révélé la présence d'une obstruction complète de la branche lobaire supérieure droite.
a réalisé des biopsies dont les résultats anatomopathologiques revenant en faveur d'une récidive de sa maladie. Concernant le bilan d'extension de cette patiente, il n'y a pas de lésions secondaires à distance, pas de lésions cérébrales ni hépatiques, pas d'image métastatique en dehors de l'atteinte pulmonaire. On a discuté le dossier au niveau du staff de la RCP. La décision était d'adresser la patiente pour chimiothérapie palliative. Concernant le cancer de l'endomètre, c'est une tumeur gynécologique grave. Généralement, c'est une tumeur qui évolue c'est une tumeur qui évolue localement, rarement il y aura des métastases. Les récidives de cancer de l'endomètre, généralement 3 ans après le traitement initial radical. Rarement il y aura des récidives en dehors des récidives des récidives métastatiques. Les récidives métastatiques de cancer de l'endomètre, rarement, plus de 3 ans. Il y avait des études qui ont montré qu'il y a des récidives. 13 ans, une étude qui a montré qu'il y a des récidives 13 ans après le traitement initial, c'est l'intervalle plus long qui a été décrit. Les lésions métastatiques pulmonaires représentent 5% des lésions pulmonaires. Les lésions métastatiques. Pour les facteurs pronostiques, pour les facteurs pronostiques du tumeur de l'endomètre, l'intervalle sans maladie supérieure à 12 mois, un aspect histologique de grade 1 et 2 et une positivité des récepteurs d'oestrogène. Le traitement en général est palliatif. Merci. Docteur Razali. C'est chez le professionnel de santé. Le tabagisme reste une réalité au niveau médical national. Il est responsable d'une morbimortalité très importante. Les principaux buts de cette étude étaient d'évaluer les habitudes tabagiques du personnel soignant afin de proposer une stratégie de lutte anti-tabac en milieu hospitalier. Pour la population cible, c'est une étude transversale, prospective et descriptive allant du 1er janvier au 30 juin 2021. Nous avons analysé les réponses à nos 140 questionnaires. Nous avons distingué 2 catégories de professionnels, les médecins, les paramédicaux comprenant les techniciens supérieurs, les pharmaciens, infirmiers, agents sanitaires, les aides-soignants, brancardiers, agents de sécurité et responsables administrateurs. Pour les résultats, nous avons distribué 150 questionnaires, dont 140 ont été récupérés, soit un taux de réponse de 93%. La population d'études était constituée de 49,3% de femmes et de 50,7% d'hommes. Le personnel médical était la catégorie professionnelle la plus représentée avec un pourcentage de 54,2%. Les fumeurs aînés à 35 représentaient 27,4% de notre population d'études. Les ex-fumeurs 1,4% et les non-fumeurs 72,1%. La moyenne d'âge des fumeurs était de 27,2 ans avec des extrêmes de 18 à 35. L'âge moyen de début du tabagisme était de 17 ans avec des extrêmes de 10 à 25 avec une consommation moyenne de 21 à 30 cigarettes par jour. 27% de personnes consommaient du cannabis et les facteurs initiateurs au tabagisme étaient principalement le plaisir dans 73% de cas et le stress 16,2% de cas. Le sevrage tabagique était tenté plus de 2 fois en moyenne. Bonjour à tous. Permettez-moi de vous présenter l'étude réalisée au CHU de Tanger qui a pour but de dépister le syndrome d'apnée obstructive de sommeil chez les patients, chez une catégorie bien précise des patients qui présentent le syndrome métabolique. Oui. Donc, on a inclus les patients sur la définition de l'OMS de syndrome métabolique. Donc, on a pu inclure dans l'étude 32 patients. Donc, c'est une étude prospective. Et bien sûr, on a pu réaliser une statistique là-dessus qui a mis en évidence les éléments suivants. Donc, l'âge moyen de notre série était de 54 ans.
Donc, les patients qui présentent une obésité, surcharge pondérale d'obésité, donc c'était 87,5%. Donc 65% étaient des patients qui présentent un diabète, dont 85% diabète type 2 et 14% diabète type 1. En plus, on a mis en évidence que 71 des patients étaient des hypertendus. Alors, le score de Berlin était positif chez 65% des patients, avec une nette prédominance féminine, donc de 56%. Donc, le score d'Epworth était positif chez 50% des patients avec prédominance masculine, de 61% avec une moyenne de 10,06. 1 sur 2 des patients présentent les signes de somnolence, donc le score d'Epworth était positif avec un scoring de supérieur à 10, dont 93% des patients étaient en surcharge pondérale, c'est-à-dire un IMC qui était supérieur à 25. Donc ça, on peut dire qu'il y a une nette liaison entre les deux. On a fait également une étude de corrélation entre ces deux paramètres. On va voir ça tout de suite. Donc 18% des patients présentent une somnolence sévère pour un score d'Epworth qui est supérieur à 17. Il est objectivé alors le score d'Epworth était positif chez 18% avec un score qui est supérieur à 17. Et surtout, chez les patients qui ont un surcharge pondérale, qui ont un IMC qui est supérieur à 25. Donc, les résultats obtenus également ont suggéré une corrélation significative entre l'hypertension artérielle et le score de Berlin, avec un indice de signification qui est inférieur à 0,05. Le score de somnolence était significativement lié au niveau de surcharge pondérale, calculé bien sûr par l'IMC, avec un taux de signification B qui est inférieur à 0,05. Donc, on a présenté également les résultats sous forme des diagrammes. Ce qu'on peut déduire, c'est que l'HTA était, le risque de SAOS était très important chez les patients présentant l'HTA. Également, les patients qui sont diabétiques, on peut déduire qui ont diabète, donc ils ont également un risque important de SAOS. Donc on a représenté l'IMC en fonction de chaque stade, chaque catégorie. On peut avoir donc l'ascension de risque de score d'Epworth, puisqu'on avance en matière d'importance de surcharge pondérale. Donc concernant le score de Berlin, il est également presque la même chose. On peut déduire qu'il y a aussi chez les patients qui présentent un risque de SAOS par score de Berlin, qui a un score qui ont le risque d'hypertension qui est très important. Également, ils présentent également un diabète avec un pourcentage de 43%. Et on peut voir que chez cette catégorie, l'obésité présente un facteur de risque également d'avoir un haut risque de SARS par score de Berlin. Je vous remercie. Docteur Bokidous, de la faculté de médecine d'Oujda. Je pense que je me présente, c'est Dr Latifa Bokidous, résidente en deuxième année de service pneumophysiologie au service au CHU d'Oujda. Donc, permettez-moi de vous présenter un cas intéressant à propos d'un patient qui a présenté une association rare de deux tumeurs, donc synchrone. C'est l'association de tumeurs de poumon et tumeurs de sein chez un genou. Donc, on rapporte un patient âgé de 50 ans, grand tabagique chronique, à raison de 40 paquets années non sévérés qui présentait des douleurs thoraciques depuis un an. Dont l'évolution était marquée par l'apparition d'une masse mammaire, le motivant à consulter, et la prise en charge diagnostique a mis en évidence un carcinome peu différencié du sein. Donc, suite à ça, cliniquement, le patient était OMS
conservé, conscient, stable sur le plan hémodynamique et respiratoire, avec notion d'hémoptysie de faible abondance, évoluant depuis 1 mois, avec présence d'un hypocradisme digital et une altération de l'état général fait d'asthénie, d'anorexie et d'amaigrisement chiffré à 10 kg en 6 mois. Donc, le scanner a mis en évidence une volumineuse tumeur hilaire des lobaires inférieurs, excavée, localement avancée. Donc, lors de la réalisation de la fibroscopie bronchique, on a mis en évidence une lésion bourgeonnante du tronc intermédiaire qui restait incathétérisable. Donc, suite à ça, l'étude anapathologique a mis en évidence un profil immunohistochimique qui est orienté en premier lieu vers une origine bronchopulmonaire. Donc, sur le plan thérapeutique, le patient était référé en service d'oncologie du CHU UJDA. Donc, il a commencé une association de chimiothérapie à base de carboplatine et paclitaxel. Donc, cette tumeur est caractérisée par une évolution imprévisible avec un potentiel qui est très métastatique, notamment chez notre patient, la localisation secondaire surrénalienne qui est inhabituelle déjà dans les 2 tumeurs. Donc, finalement, c'est un diagnostic, s'il est pris précocement, donc une meilleure connaissance de la pathologie tumorale du sein chez l'homme permettrait certainement une amélioration du pronostic, surtout de sa synchronisation avec la tumeur pulmonaire. Permettez-moi de vous présenter un cas de service de pneumologie UJDA à propos du syndrome de Monier-Cohn ou bien la trachée bronchopolylymphatique. Donc c'est une pathologie qui est rare, définie par la dilatation importante de la trachée et des bronches souches. Donc suite à un défaut de développement du tissu conjonctif et du muscle lisse de la trachée et des bronches. Donc ce qui entraîne une trachéobronchomégalie et ce qui conduit à une altération de la clairance mucociliaire et favorise donc la survenue des infections respiratoires récurrentes. Donc, notre patient, c'est un patient âgé de 60 ans, cette tabagie chronique à raison de 2 paquets à l'année, c'est vrai, et qui présente des expectorations purulentes récurrentes depuis l'enfance, donc qui consulte pour aggravation de sa symptomatologie chronique, notamment la dyspnée. Donc, chez qui la TTM thoracique a mis en évidence une dilatation de la trachée avec un diamètre transversal ici à 28 mm, avec une dilatation des branches kystiques. Donc, en l'absence d'autres étiologies qui expliquent la dilatation trachéale, le diagnostic de syndrome de Monier-Cohn a été retenu. Donc, c'est une pathologie qui est rare, qui se caractérise par une dilatation marquée de la trachée et des grosses branches. Donc, l'éthiopathogénie est incertaine et la cause congénitale avec un mode de transmission autosomique récessive est probable. Donc, le diagnostic est confirmé par la TTM thoracique et le traitement, donc il est surtout un traitement symptomatologique basé sur la clinique respiratoire et non type de thérapie en cas d'infection. Le traitement par la mise en place de prothèses endoscopiques est parfois indiqué surtout dans les cas majeurs. Et merci. Permettez-moi de vous présenter notre étude intitulée le test de tolérance à la marche chez les patients au post-Covid au sein du CHU de Tanger des Toins Impressionnant. L'objectif de notre étude était d'évaluer la tolérance à l'effort chez nos patients en déterminant la distance qu'un sujet peut parcourir pendant le test de marche de 6 minutes. C'était une étude prospective et on collectait des patients âgés de plus de 18 ans bien sûr qui avaient été hospitalisés pour pneumopathie Covid diagnostiqués soit par RT-PCR ou bien un scanner thoracique et qui étaient à plus de 30 jours après leur sortie de l'hôpital. Permettez-moi de vous présenter mon poster sur le travail posté sur le personnel soignant, prévalence des troubles du sommeil et conséquences. Donc l'objectif de l'étude était de déterminer les répercussions du travail posté sur la qualité du sommeil et les conséquences.
donc c'est une étude épidémiologique transversale menée chez 91 personnels soignants à l'aide d'un formulaire pour les résultats. Et il s'agit de 49 femmes. La somnolence et sensation de fatigue avec une fréquence de 75%, suivie du sommeil non réparateur. Avec un pourcentage de 61,5%, puis l'initiation du sommeil 52,70%. Après, c'est le maintien du sommeil avec un 29,60%, ronflement 18% et l'arrêt de la respiration dans 5,50%. Pour la répartition des troubles du sommeil en fonction du poids, les habitudes de vie, addiction ainsi que les comorbidités, on trouve que seuls 10% avaient une obésité et 25,60% avaient un surpoids. La consommation de café était présente dans 57,70%, le tabagisme 38,50% qu'il soit actif ou passif, et l'exercice physique régulier présent seulement dans 14,2%. Pour les comorbidités, on avait une population relativement jeune puisque l'âge moyen était de 28 ans. Donc les comorbidités n'étaient pas vraiment présentes, sauf pour les troubles psychiatriques qui avaient un pourcentage de 19,20% et les troubles respiratoires de 16,70%. On a étudié les conséquences des troubles du sommeil sur les différents plans, psychiques, physiques, économiques et sur le plan professionnel. Pour les conséquences psychiques, c'était l'anxiété et dépression. Physique, céphalée au réveil et le syndrome de jambes sans repos. Économique, l'absentéisme, médicaments, consultations spécialisées. Puis sur les conséquences sur la vie professionnelle, c'était les troubles de mémoire, le risque accru d'erreur, manque de dynamisme et difficultés de concentration. En conclusion, les personnels ayant des troubles du sommeil ont une moins bonne qualité de vie avec des répercussions sur le fonctionnement normal au cours des activités quotidiennes. Les travailleurs de jour sont adaptés à leur rythme de travail avec une meilleure qualité de sommeil et moins de troubles de vigilance que les postés qui sont rarement en phase avec leur horaire de travail variable. Merci. Merci Dr Sahar, c'était excellent. Donc je remercie tous les participants à cette session. Toutes les études étaient d'une bonne qualité, les cas cliniques présentés étaient pertinents. Je recommande à tous les auteurs d'essayer de publier leurs travaux. Donc, vous pouvez conclure. À mon tour, je remercie tous les participants, les différents CHU qui ont participé efficacement et activement dans cette manifestation de l'ARNABAT. Espérons que ces études, surtout prospectives, vont avoir un continuum avec des études et surtout des articles qui vont être publiés dans des articles au index de publication. Merci à vous, merci pour votre participation. On va s'attaquer à la session à Maroc avec 10 minutes de